bienvenue. Une nouvelle semaine qui s'achève, de nombreux faits d'actualité qui ont défrayé la chronique. On en parle ce matin avec un panel d'invités constitué qui a bien voulu répondre présent pour justement décrypter avec nous cette actualité-là. Et justement de ces actualités, on en parle pour aborder le premier sujet qui sera en débat tout au long de cette émission. Il s'agit de la présidentielle bis au Kenya, notamment avec la série de violences qui a été enregistrée tout au long de cette semaine. Il y a eu beaucoup de morts, il y a également eu de nombreux blessés. Raila Odinga, principal opposant, avait appelé, on s'en souvient, en début de semaine, ses militants à ne pas participer aux élections. Après le Kenya, nous irons faire un tour du côté de la Guinée équatoriale où le vice-président, à la fois fils du président de la République, Théodorin Obiang, a écopé justement d'un tribunal en France d'une peine d'emprisonnement de 3 ans avec sursis, avec bien sûr à la clé la confiscation de ses biens. On parlera également au cours de cette émission d'actualités nationales qui ont défrayé la chronique sur le plan bien évidemment du territoire national. Et cette fois-là, à califourchon entre l'international et le national, on parle de la libre circulation en zone CEMAC avec ce qu'on a appelé en début de semaine l'ouverture en cascade des frontières. D'abord avec le Tchad, la RCA qui sera tout de suite suivie de la Guinée équatoriale et du Gabon. Nous parlerons également des accidents sur nos routes. Les causes de ces accidents sont multiples. On a pu constater d'ailleurs dans les journaux à la fois le mauvais état des routes et la mauvaise qualité de conduite. De toutes les façons, le ministre des Transports a fait une sortie au cours de cette semaine, sortie au cours de laquelle il a frappé du poing sur la table. Et enfin, l'actualité sur les organisations internationales avec la suspension en début de semaine également de International Crisis Group par le ministre de la Communication. On en reparlera tout au long de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de cette émission, je vous prie d'accueillir à présent Flavien Ndongo. Bonjour Flavien. Bonjour Kate, bonjour à tous nos invités qui sont déjà sur ce plateau et particulièrement à Alex Gustave. D'accord. Vous allez bien ce matin ? Oui, je vais très bien, merci. Vous avez la responsabilité de nous faire le condensé de ce que la presse camerounaise a pu dire sur les différentes thématiques qui seront abordées au cours de cette édition de Droit de réponse. Alors, nous allons commencer par la libre circulation et comme vous le savez, sur la question même de cette libre circulation en zone CEMAC, la presse n'a pas manqué de quoi satisfaire ses lecteurs cette semaine qui s'achève. Et comme vous le savez également, en début de semaine, le quotidien de l'économie avait déjà relevé que le Cameroun, le Congo et la Guinée équatoriale sont des pays qui bloquent la libre circulation. Ce sont, bien sûr, selon bien sûr le même quotidien, contrairement au Tchad, à la République centrafricaine et au Gabon, ils discriminent encore les citoyens communautaires qu'ils peuvent donc accueillir malgré les engagements pris donc depuis juin 2013, tel un effet de mode. Donc après le Gabon, le Congo est donc rentré dans la danse en ouvrant aussi ses frontières aux ressortissants de la zone CEMAC. Dans une autre livraison du quotidien de l'économie, il est dit que le pays de Sassou Nguesso a signé le 23 octobre 2017 la circulaire dispensant donc des visas d'entrée dans son pays et donc à tout ressortissant de la zone, la sous-région. Le journal Diapason, qui parle également du sommet des chefs d'État de la CEMAC à venir, souligne que la question de la libre circulation des personnes et des biens rentre donc dans les décisions attendues au terme de la rencontre, même si la Guinée équatoriale n'a pas résisté donc à la tentation et a finalement ouvert ses frontières aussi comme d'autres pays de la sous-région. Alors voyez-vous, ce n'est pas que le seul sujet qui va être à l'ordre du jour. Il y a un autre sujet qui concerne notamment les rapports des ONG, des organisations non gouvernementales qui aujourd'hui gêne le gouvernement camerounais. Et sur cette question, donc, le Cameroun Tribune relève que tout ça n'est que de l'intoxication qui ne passera pas, selon bien sûr le journal. Le quotidien gouvernemental rappelle que face à la presse, donc, le ministre de la Communication a dénoncé les allégations contenues dans les différents rapports des organisations non gouvernementales telles que International Crisis Group, Transparency International et le REDAC, qui s'appuient donc sur des informations mensongères et même biaisées pour salir l'image du Cameroun à l'extérieur. Pour le quotidien Le Messager, le ministre de la Communication donc ne veut plus voir ni encore entendre parler de l'ONG International Crisis Group et qui, selon bien sûr le porte-parole du gouvernement, est une peste pour le Cameroun depuis quelque temps et depuis ses multiples sorties aussi. L'aide du Sahel, pour sa part, fait savoir que les rapports des ONG
qui gênent le gouvernement aujourd'hui sont considérés comme étant les casse-têtes même pour le Cameroun. Et donc, il faut les chasser du territoire camerounais. Voilà également pour ce qui est donc de ce second sujet. Le troisième sujet, voyez-vous, Kate, les accidents de la circulation préoccupent également le gouvernement camerounais. On a évoqué dans la presse cette semaine, la presse qui relève d'ailleurs que le dernier cas en date est donc l'accident de Général Voyage qui a donné la possibilité au ministre des Transports de faire une sortie. Mutation relève que le jour d'après l'accident, le ministre des Transports a donc suspendu toutes les activités de l'agence pour une durée de 3 mois et 1 an de suspension d'activité pour le chauffeur. Dans les réactions, il s'est dit que la décision du ministre des Transports intervient donc sur le tard, si l'on s'en tient notamment aux hécatombes enregistrées sur nos axes routiers depuis plusieurs mois et surtout au Cameroun. La nouvelle expression qui fait d'ailleurs le point sur le nombre des victimes fait savoir par la suite que la suspension des Général Voyage donne bien sûr la possibilité aux concurrents de sauter de joie. Et également, le rédacteur de l'article souligne que les agences de voyage ont aussitôt revu donc à la hausse le coût du transport. Et voilà également quelques éléments qui sont contenus dans la plupart des journaux ce matin, donc au cours de cette semaine qui s'achève, concernant ce cas et avec aussi des réactions des uns des autres sur la sortie du ministre des Transports, une sortie qui n'a pas plu même aux agences et même c'était également l'occasion pour ces employés de sortir et de faire savoir que les salaires oscillaient donc entre 70 et 100 000 francs CFA, de la pression observée également chez ces derniers. La presse a donc eu l'occasion de révéler tout cela parce que les chauffeurs ont eu la possibilité également de dire à la presse ce qui n'allait pas et les raisons pour lesquelles il y a eu également plusieurs cas d'accident. D'accord. Merci à vous, Flavien, pour ce condensé des informations qui sont parues dans la presse au sujet de nos thématiques tout au long de la semaine. On vous retrouve demain lundi sur Cadence Matinale. Très bien, c'est noté. À présent, on va penser au dévoilement du panel qui est sur ce plateau tout au long de cette émission. On commence par ma droite. Et là, je vous prie d'accueillir Edmond Kamkiad, qui est journaliste à La Nouvelle Expression. Et il est surtout le responsable du DEX chargé des questions étrangères. Bonjour Edmond. Bonjour Kate. Je salue également les copanélistes ici présents. Bien sûr, mon salut fraternel et amical à tous les téléspectateurs fidèles à cette émission. À votre suite, Edmond, on va accueillir quelqu'un, ce n'est plus une surprise, parce que Flavien a dévoilé son identité tout à l'heure. Il s'agit du nouveau directeur de publication du journal Le Messager, en la personne d'Alex Gustave Azibazi. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à téléspectateurs de droit de réponse, bonjour à tous les panélistes de ce programme. Et merci de m'avoir associé ou de m'associer à cet échange dominical que je souhaite naturellement convivial et instructif. Merci d'avoir répondu par l'affirmative à cette invitation. Un autre invité également qu'on s'en va vous présenter, qu'on s'en va introduire, il aura sur ce plateau la lourde responsabilité de nous édifier sur la thématique liée aux accidents routiers, mais également à l'insécurité qui a désormais cours sur nos routes. Ça fait d'ailleurs partie de l'un des sujets sur lesquels on va s'appesantir tout au long de cet échange. Je l'ai nommé Monsieur Simon, non, pas Monsieur Simon, on va le présenter tout à l'heure. Je l'ai nommé Serge Amayene. Bonjour Monsieur, bienvenue. Bonjour, Serge Amayene en fait. Il y a eux qui s'est glissé à la Amayene. fin. Serge Amayene. Amayene. Oui, ok, merci. Merci pour le correctif. À présent, on vous accueille, vous, Simon Serge Kakak. Vous n'êtes plus à présenter, avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes également le président de l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Bienvenue. Bonjour Kediara, merci de m'avoir convié à cet échange. Permettez-moi de saluer tous les copanélistes. Et naturellement, permettez-moi de dire un bonjour assez convivial aux nombreux téléspectateurs de Kinos Télévision. Je crois que vous l'avez déjà fait. Hein. On va rentrer en plein dans le débat finalement de ce dimanche avec le premier sujet. Je vous l'ai prévenu, je vous ai prévenu en début de cette émission. On va faire une petite dérogation en commençant par les informations internationales. Et du côté de l'international, le premier sujet qui nous intéresse est bien évidemment la condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale qui justement, du moins on sait que le verdict est tombé. Il est finalement tombé, ce verdict-là. On était vendredi au cours d'un tribunal
tribunal. Et on retient que le vice-président est condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Il devra également verser une caution, une amende de 30 millions d'euros finalement à la France. Autre information qu'on a retenue au cours de cette actualité, c'est également le fait que ces biens en France, pour la plupart des biens immobiliers, lui seront confisqués. Alors, je vous introduis, Edmond Kamkia, vous, avec la première question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice française soit en droit de juger les ressortissants d'autres pays pour des faits qui concernent ces pays-là? Il me semble que sur cette question précise, il y a eu beaucoup de débats, une énorme controverse, n'est-ce pas, sur la possibilité pour la France, n'est-ce pas, de juger des dirigeants africains. Mais je pense que ce débat-là est presque clos parce que ce tribunal-là et la justice française d'une manière générale s'est appuyé sur le principe de la juridiction universelle, c'est-à-dire pour un certain nombre de délits, de crimes, notamment concernant le blanchiment et autres. Le tribunal, la justice française estime qu'elle est compétente. Elle est compétente. Comme d'autres juridictions en France, notamment au niveau de l'Union européenne. Il y a des délits pour lesquels ils estiment que cela concerne, j'allais dire, l'ensemble de la communauté internationale, la communauté universelle. Parce que, vous savez, ce débat, je dis qu'il est presque clos parce qu'il n'est pas totalement clos. On l'a vu avec la Cour pénale internationale, s'il fallait laisser les Africains, les dirigeants, être jugés également à la Cour pénale internationale. Donc ce sont des problèmes qui se posent et qui, je voudrais dire ici, donnent l'impression que la France s'est intéressée à un sujet qui ne la concernait pas en tant que tel. Bon, je pense que ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est la décision qui a été prise, qu'on en a à 3 ans avec sursis, confiscation des biens. Ce qui m'intéresse personnellement dans cette affaire, c'est le sort, n'est-ce pas, d'un immeuble qui sert d'ambassade, qui doit avoir une immunité diplomatique, et pour lequel j'espère que le bien n'a pas été confisqué. Parce que, me semble-t-il, la défense, n'est-ce pas, de Théodorin, le vice-président équato-guinéen, avait estimé qu'il fallait que, sur ce cas précis, qu'on puisse dire exactement s'il fallait ou non conserver ce bien pour la Guinée équatoriale, parce que c'était un lieu qui jouit, n'est-ce pas, de l'extraterritorialité, parce qu'une ambassade, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas confisquer une ambassade qui appartient à l'État équato-guinéen. Bon, même comme, d'autre part, au niveau de ceux qui accusent, n'est-ce pas, le vice-président équato-guinéen, ils estiment que c'était une manœuvre pour protéger ce bien-là. Mais en réalité, fondamentalement, d'où vont partir les biens qui seront confisqués? Normalement, c'est à la Guinée équatoriale. Et ça crée justement une polémique. Est-ce que c'était nécessaire pour la France, pour la justice française, d'attaquer Théodorin Obiang-Nguema? Justement, si vous permettez, Edmond, on va relancer un autre de nos panélistes sur cette question-là. Et cette fois-là, je me tourne vers le directeur de publication du journal Le Messager. Dites-nous, il y a une sorte de paradoxe dans toute cette affaire. Pourquoi avoir fait grand cas de détournement, de deniers publics, de corruption, pour finalement aboutir à la conclusion selon laquelle l'ensemble des biens qui seront confisqués à Théodorin vont être reversés à la Guinée équatoriale? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un problème? D'abord, je souhaite préciser, dire une chose, une ou deux, dont l'une est réalisant l'un des propos de mon ami et excellent confrère Edmond. Non, il me semble qu'il faut serrer 2 choses. La procédure en attribution de paternité de propriété de l'un des immeubles anciennement propriété issue du fruit de ce que les organisations de lutte contre la corruption ont appelé bien mal acquis de Obiang Mangué, qui à l'époque ne jouissait pas encore d'une immunité diplomatique en tant que vice-président. Il est tellement parlé de manœuvres qui ont eu cours ensuite. Cet immeuble-là, pour l'instant, jusqu'à ample informé, n'est pas concerné parce que la procédure qui a été enclenchée par l'État équato-guinéen, pas par Obiang Mangué, par l'État équato-guinéen et qui est conduit par un Camerounais. Je veux dire, non, qui est défendu
par un Camerounais, le professeur de droit international Maurice Kamto, est pendant devant la Cour internationale de justice. Parce que c'est la juridiction compétente en matière de règlement de litiges entre les États. Et ce conflit-là oppose l'État équato-guinéen, je dis bien l'État équato-guinéen, pas l'individu au bien, et l'État français. Il est important de serrer cela, parce que si nous ne faisons pas ces précisions-là, on va mélanger les procédures qui concernent des individus, quel que soit, à un moment donné, leur position, leur fonction au sein des États, et celles qui concernent les États. Quand je finis de dire ça, je reviens au cœur de votre problème. Je vais un peu dire rapidement, et je pense que l'avocat spécialiste des questions de bonne gouvernance va sans doute mieux affiner tout à l'heure. Il ne me semble pas bon pour nous en tant que citoyens. Moi, je suis citoyen camerounais, la Guinée équatoriale et de l'Afrique centrale. Je considère que tout ce qui concerne ce pays, ce peuple-là, me concerne. Même si je ne suis pas citoyen national équato-guinéen. Il n'est pas bon pour nous, chaque fois, de sursauter quand des pratiques qui ne sont pas réglementées et traitées de manière équitable dans nos systèmes juridiques sont adressées dans les pays où les faits se produisent par les voies de droit qui sont prévues. Les citoyens africains, camerounais ou équato-guinéens ou tchadiens, ou même kenyans ou sud-africains, qui choisit de prendre des ressources camerounaises, équato-guinéennes ou centrafricaines, ou je ne sais pas, ou africaines, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme-là, va les planquer dans un pays où la justice ne fait pas beaucoup de cas des positions des individus au sein de l'appareil administratif d'État, s'expose à ce qu'à tout moment, s'il y a une procédure qui est initiée, et en l'espèce la procédure qui concerne notre frère Obiang Mamangé, a été engagée par des organisations civiles qui sont considérées du point de vue du droit français, mais du droit international aujourd'hui, comme étant des acteurs du droit privé international, et donc qui dans cette procédure-là sont parties civiles. La justice française saisit. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle se serait déclarée incompétente à répondre de faits constitués sur son territoire conformément à sa réglementation, à sa législation, je veux dire, sur la dévolution ou la dévolution d'un certain nombre de biens. Le deuxième aspect de cette affaire, c'est quand même que les gestionnaires des biens de Obiang Fils, comme on l'appelle, il est vice-président de notre pays voisin, mais il reste que avant de devenir vice-président, c'est d'abord un individu. On dit que l'accès à l'information sur cet ensemble de biens qui ne rentrait pas dans le cadre du patrimoine ni de l'État équato-guinéen, ni du ministère dont était en charge ce compatriote de l'Afrique centrale, a été révélé dans le cadre des disputes sur le règlement des frais de ceux qui étaient en charge de la gestion de ces biens-là. Notamment en Suisse, en France et dans d'autres pays. L'enseignement que je tire, et que si j'avais un avis à donner, si j'étais un jour, ou d'ailleurs nous le faisons au quotidien dans le cadre de notre impérium professionnel, c'est que notre élite doit savoir que quand vous avez des biens acquis en propriété, dont légalement, ou des biens issus de détournements, il semble, entre deux mots, être plus sain que vous les investissiez dans vos pays, c'est-à-dire dans nos pays, plutôt que d'aller les planquer dans les pays où, à tout le moins, vous n'auriez jamais, malgré votre puissance dans nos pays, vous n'auriez jamais suffisamment de puissance dans ce pays-là pour le protéger de bout en bout. Je pense qu'ils sont à l'écoute aujourd'hui et qu'ils ont compris le conseil. Le cas Mangué doit instruire un certain nombre d'entre les membres de notre élite, notamment l'élite gouvernante, qui doit éviter autant que faire se peut
on le sait historiquement, on sait que un ensemble d'infrastructures, à tout le moins, qu'on appelle les biens physiques, ont été construits dans le pays, construits comme étant puissants, par des personnes qui ont eu accès à un certain nombre de biens de manière souvent pas très honnête, mais qui les ont blanchis dans leur propre pays pour en faire des biens utiles à la communauté. Merci, M. Azebazé. On va relancer, et cette fois-là, à ma droite, M. Serge Hamayen, justement pour qu'il nous dise le regard qu'il pose sur toute cette affaire. Aujourd'hui, on est en train de mettre au devant de la scène des difficultés qui pourraient, à un moment donné, être des difficultés dans lesquels se retrouvent beaucoup de présidents en Afrique. Quel est le regard que vous particulièrement vous posez sur cette affaire de détournement, de corruption et de biens mal acquis? Merci de me passer la parole. Les problèmes de détournement, de biens mal acquis, nous les rencontrons tous les jours en Afrique, au Cameroun, on en parle suffisamment dans les médias. Les journalistes ici présents relayent souvent ce type d'informations tous les jours. Maintenant, après, qu'est-ce qui est fait? C'est un autre débat. Pour revenir au cas d'Obiang, moi je suis juste embêté parce que on a dit les sociétés civiles qui ont porté le problème, qui ont soulevé la France en est saisie. La France est déclarée compétente parce qu'elle a dit qu'elle ne jugeait que le problème de blanchiment et non pas les détournements qui pourraient avoir été commis par M. Obiang dans le cadre de son travail pour l'État guinéen. Donc elle s'est déclarée compétente. Alors, moi j'ai juste envie de savoir combien de problèmes est-ce que la société civile remonte chaque jour, chaque mois dans tous les pays africains pour des cas de détournement. Et on sait tous que généralement quand il y a détournement, le directeur de publication le disait très bien, l'argent n'est pas investi chez nous, il est investi ailleurs. Donc en fait c'est connu. Mais je lui dis, mais de combien d'affaires est-ce qu'on s'est saisi? Parce que là on parle du cas Obiang, mais tous les jours on a des problèmes de détournement de deniers publics qu'on expose. Mais ce n'est pas autant que la France s'est saisie de ces cas-là. Pourtant cet argent est souvent investi en France. Donc après on peut se demander si la France commence à juger de ces problèmes de, entre guillemets, de blanchiment, je parle au conditionnel, est-ce qu'elle ne va pas juger tous les Africains? Jusqu'où va-t-elle s'arrêter? Après Obiang, ça sera le tour de qui? C'est des questions qu'on doit se poser. Il y a des questions qui se posent. Ce n'est pas seulement le cas Obiang. Derrière lui, il y aura une pléthore. La France va devenir le théâtre du jugement des ressortissants africains. Et dans le cas d'espèce, je rappelle quand même, on parle quand même d'un État, on parle d'un vice-président. Ce n'est pas anodin. Si la France le juge pour un point de blanchiment, certes, mais qui est consécutif à un problème de détournement pour lequel il n'est pas poursuivi par son propre pays. Personnellement, j'aurais estimé que si la France, par des enquêtes, s'était rendu compte qu'il y a un problème de blanchiment consécutif à des détournements, ce serait retourné contre l'État guinéen en disant voilà, nous avons les preuves de ci, nous avons les preuves de ça. Ben écoutez, faites votre justice. Ça tombe bien parce que sur ce plateau, on a un avocat qui va justement nous éclaircir, sur la question. Maître Simon Serge Kakat, qu'est-ce que vous pensez de ce que votre prédécesseur vient de dire? Est-ce que quelque part la France n'est pas allée sur un territoire qui, dans le fond, n'est pas le sien? Qu'est-ce qu'on devrait craindre finalement de cette sentence qui est tombée? Est-ce que d'autres présidents africains pourraient se retrouver dans le même problème? Non, en fait, je pense que je commencerai par faire une précision à la suite de Edmond Kamgia tout à l'heure, parce qu'Edmond a essayé d'apporter une esquisse de réponse à cette préoccupation. Vous savez, le procès des biens mal acquis, c'est un procès qui pose globalement le problème de la corruption dans nos pays. Vous comprenez? Et vous savez, en matière de corruption, il y a une législation particulière à l'échelle planétaire qui a même été impulsée par l'ONU elle-même. Vous savez, en réalité, ça également, Edmond l'a relevé tout à l'heure, c'est une organisation non gouvernementale qu'on appelle Sherpa, présidée par un avocat français de grand renom, qu'on appelle Maître William Bourdon, qui a initié cette procédure. En vertu d'une convention qu'on appelle la Convention de Mérida, qui est une convention des Nations Unies sur la corruption. Et en vertu de cette convention, il est clair que chaque fois qu'il se pose un problème de corruption, toutes les associations qui s'occupent des questions de corruption ont qualité pour rester en justice. Je pense que c'est en vertu de cette convention que Sherpa a engagé cette procédure. C'est la première chose. Maintenant, ce que je veux vous faire observer, Edmond l'a dit tout à l'heure en parlant de la compétence universelle.
Ça, c'est ce qui a été avancé comme argument pour justifier ce procès en France. Mais moi, j'ajouterais que ce qu'on appelle même, parce qu'il y a un principe d'ordre processuel qui existe en matière pénale, hein, qu'on appelle la règle à triple compétence. Ça veut dire que même à l'échelle nationale, pour qu'une juridiction se déclare compétent, on regarde 3 choses, de manière alternative, pas de manière cumulative. Il y a ce qu'on appelle d'abord le lieu de commission des faits, le lieu d'arrestation et le lieu de résidence. Et cette règle peut être transposée à l'échelle internationale. Vous savez que quand vous faites l'exégèse en profondeur de ces faits, des faits reprochés à Théodorine Obiangema Mangué, vous allez vous rendre compte que on vous dit que l'argent a été détourné en Guinée équatoriale pour venir être investi en France. Ça veut dire qu'on peut considérer la France comme le pays de commission des faits. Et vous savez, dans les pays sérieux, dans les États qui sont sérieux, il y a ce qu'on appelle la transparence financière, qui fait que quand si vous là maintenant, vous arrivez en France avec 1 milliard de francs, vous voulez investir. Dans tout cas, le jour même que le virement arrive dans votre compte en France, déjà il y aura des enquêteurs qui viendront chercher à savoir d'où vient cet argent. Dans le pays sérieux, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tout le monde a vu les immenses investissements que Théodorine faisait en France. Et les enquêteurs sont mis à ce tout pour dire que mais cet argent vient d'où? C'est à partir des recettes de cette enquête que Bourdon a eu des éléments pour engager sa procédure à travers son association qu'on appelle Sherpa. Je pense que je réponds à la question pour dire que non, ce procès se tient en France parce que nous pouvons, beaucoup de juristes en charge de ce dossier ont considéré que les faits ont été commis en France parce que l'argent volé en Guinée équatoriale a été investi en France. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, il y a un aspect de ce jugement qui me colle personnellement. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, quand vous disiez que Théodorine Obiangema Mangué a été condamné au-delà de la condamnation pénale, parce qu'il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Mais on l'a également condamné à payer 30 millions d'amende. Là, il y a un problème. 30 millions, essayer de convertir ça en francs CFA. Imaginez ce que ça fait. Moi, je pensais, à mon humble avis, que si la France, si la justice française voulait vraiment rendre un service à l'Afrique, voulait rendre un service à la Guinée équatoriale, on pouvait plutôt condamner Théodorine à payer 30 millions de dommages d'intérêt à la victime. Et la victime ici, c'est la Guinée équatoriale qui est. Tout à fait. Ce n'est pas la France. Tout à fait. Donc, en réalité, au lieu de condamner Théodorine à payer 30 millions d'amende à la France, on aurait dû le condamner à payer 30 millions de dommages d'intérêt à son État. Donc, moi, à mon humble avis, c'est à ce niveau qu'il y a un problème par rapport à ce jugement. Maintenant, pour chuter, je veux quand même dire que, en fait, ce procès, c'est une pédagogie pour nous. Contrairement à ce que Gustave disait tout à l'heure, que en fait nos dirigeants doivent comprendre que quand ils veulent l'argent, ils doivent plutôt venir investir en Afrique. Moi j'ai dit non. C'est plutôt une leçon qui est donnée aux Africains pour comprendre que le procès, le jugement qui a été rendu en France, c'est la conséquence de notre malgouvernance. Et moi je dis merci à la France de nous aider à améliorer la bonne gouvernance dans notre État. Parce que je pense quand même que lorsque nos dirigeants, lorsque les fils de nos chefs d'État vont comprendre que c'est comme ça que ça va se passer désormais, que quand vous prenez l'argent dans votre pays pour aller investir chez les Blancs sont capables de vous sanctionner. Je pense que cela va améliorer la gouvernance dans nos pays. Et pour sortir totalement de ce sujet, on va vous redonner la parole à vous, M. Azebazé. Oui, vous semblez avoir quelque chose à dire. Oui, je voulais juste préciser une chose. Non, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être un défenseur des prédateurs. Surtout des prédateurs de la fortune publique et de la fortune collective. Prévaricateur. Mais, en tant qu'être humain, je considère qu'entre deux mots, à un moment donné, il faut choisir le moindre. Et le moindre en l'espèce, c'est que moi, je verrais bien que M. Bianchi, sans doute, je parle de Théodorin, je parle pas de... Peut-être, qui sans doute a joui d'un ensemble d'immunités dans son pays et de privilèges, s'il estime qu'il a suffisamment de quoi, il a suffisamment de ressources, tant qu'à faire avec ce qui est en train de se passer et dont il y a matière à critiquer un ensemble de dispositifs de la décision, ce sera fait sans doute par des juristes, dont des avocats, des juristes spécialisés, que l'argent de l'Afrique reste en Afrique. C'est ce que je voulais dire. La deuxième que je souhaitais dire, c'est que si on admet le principe de ce que la procédure, comment je veux dire, les faits infractionnels qui ont été retenus
porte sur le blanchiment. Le blanchiment est une infraction pénale qui, dans toutes les sociétés, relève à la fois de la fraude fiscale. Personne ne sait si la France qui le condamne aux amendes, quand je parle de la France, je préfère dire la justice française. Oui, la justice parce que l'État français n'aurait jamais aimé que ce procès se tienne. Et c'est important de faire cette précision. L'État français, dans ses rapports avec l'Afrique, n'aurait jamais souhaité. J'ai vu des notes du ministère des Relations extérieures qui, chaque fois que son avis a été demandé de lever un certain nombre de choses, c'est évité. Oui. Mais c'est la hargne des défenseurs des ONG et d'un certain nombre de magistrats qui a conduit ce procès, en tout cas au stade où il est aujourd'hui. Il n'est pas définitif, une décision, c'est une décision en instance, donc on appelle, elle peut avoir lieu. Donc, faisons attention de considérer que, on l'a dit suffisamment, je crois que c'est Serge et Edmond, qu'il ne s'agit pas d'un procès en détournement. La France ne se rendant pas compétente pour cela, la justice française, mais de blanchiment d'argent et d'argent détourné. Le blanchiment, il faut l'expliquer peut-être à ceux qui, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs le comprennent. C'est-à-dire que le fruit de l'argent volé ou détourné, vous l'investissez en essayant de le rendre propre dans des procédures ou bien dans des activités qui, plus tard, feront de ces ressources auxquelles vous n'aviez pas naturellement droit, des ressources propres. Il y a des organismes, et moi j'ai été consultant des organismes sur la criminalité financière qui se battent dans ce monde, qui se battent en tout cas internationalement. En Afrique centrale, on a par exemple le GAFI existe en Europe, mais ils ont des agences ici. Au Cameroun, il y a la NIF. Ouais. Et si nous qui sommes assis, les gens pensent qu'ils vont piquer l'argent public, Maître Kaka l'a dit, on va le transférer à l'étranger, il arrivera sans que personne ne voie. En tout cas, ils sont bien servis là. Merci. Ça ne peut pas passer inaperçu. Merci, monsieur Azebazou. On passe à la deuxième thématique de cette journée. Cette fois, on est toujours à l'international pour parler de la présidentielle bis au Kenya qui s'est déroulée vendredi, du moins qui a commencé vendredi avec un pic de violence des plus inexpliqués. On parle également de nombreux morts, en principe 33. Et ça, ce sont des chiffres qui ont été rendus par les médias internationaux. Il y a également mention de ce que près de 67 personnes auraient été blessées. De toutes les façons, on se souvient que Raila Odinga avait demandé à ses partisans, à lui, de ne pas aller voter, de boycotter les élections bis. Aujourd'hui, on pose la question de la légitimité de celui qui sera finalement donné vainqueur au terme de ces élections. On vous lance sur la question. Edmond, que se passe-t-il réellement aujourd'hui au Kenya? Comme je le redoutais la semaine dernière sur ce même plateau, ce qui devait arriver est arrivé, les violences. Je l'avais dit ici et maintenant que pendant ou au terme de ces élections, il y aurait probablement des violences. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles il fallait redouter la réaction du chef de file de l'opposition kenyane, Raila Odinga. Il avait appelé ses partisans à ne pas participer aux élections, à boycotter le scrutin. Mais sur le terrain, on a vu que non seulement ils ne sont pas contentés, les partisans de Raila Odinga, de ne pas voter, mais ils ont empêché ceux qui voulaient voter de le faire. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu des affrontements sérieux avec les forces de l'ordre. Il y a eu, comme vous l'avez dit, de nombreux morts, il y a eu beaucoup de blessés. Et à ce jour, on constate, selon la commission électorale au Kenya, que beaucoup de bureaux de vote n'ont pas pu fonctionner normalement. Certains n'ont même pas pu, à peine ouverts, ils ont dû refermer pour des raisons d'insécurité. Parce que la plupart des agents n'ont pas pu arriver, ni les scrutateurs. Conséquence, il y aura de nouvelles élections dans plusieurs comtés. 4 au total. 4 au total. Donc vous vous rendez compte qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et puis, une des choses à retenir dans cette affaire, c'est comme je l'avais également dit la dernière fois, que j'ai le sentiment qu'avec l'absence de la candidature de Raila Odinga, tous les autres candidats qui n'ont pas la même envergure, le même poids politique que lui, ne pourraient pas peser dans l'urne. On l'a, d'après les chiffres qui sont avancés, on parle tantôt de 93%, tantôt de 96% en faveur de Uhuru Kenyatta. Maintenant, comment vont se comporter deux principales structures, la commission électorale et la Cour suprême? Je pense que je ne vais pas anticiper là-dessus. Attendons qu'il y ait d'abord le vote dans les comtés où ça n'a pas pu se tenir et ensuite on verra.
D'accord. Aujourd'hui, avec le cas de la Guinée équatoriale et l'appel au boycott qu'a lancé Raila Odinga, beaucoup de Camerounais ont tenté de faire le lien entre un appel au boycott qui avait été lancé par le SDF lors des législatives d'une certaine année. Maître, ne pensez-vous pas que cette décision de Raila a un tout petit peu, comme le disait Edmond tout à l'heure, a été la cause de cette montée de violence au Kenya? Oui, en fait, je vais essayer de répondre à cette question en vous disant que, bon, moi j'ai l'habitude d'aller à Nairobi. Je peux vous dire que Raila Odinga, c'est l'homme politique le plus populaire du Kenya. Et son fief électoral dans la ville de Nairobi, c'est Kibera. Ceux qui connaissent la ville de Nairobi savent que Kibera, c'est pratiquement 50% de la population de Nairobi. Et c'est là-bas que vous trouvez tous les laissés pour compte de la société kenyane. Et Raila Odinga est écouté là-bas religieusement. Donc chaque fois qu'il lance un mot d'ordre, il est suivi à la lettre. Donc en réalité, ce qui se passe là maintenant montre que le peuple kenyan, dans son immense majorité, veut un changement. Vous savez quand même que le président actuel, qui se bat pour s'accrocher, parce qu'en fait c'est de ça qu'il est question. Il n'est plus l'homme de la situation au Kenya. Tout le monde sait que depuis près de 10 ans, l'homme politique que le peuple kenyan veut à la tête du pays s'appelle Raila Odinga. Non, Raila Odinga. C'est Raila Odinga. Parce que tous disent que non, Uhuru Kenyatta c'est l'enfant de l'aristocratie. Vous savez, Uhuru Kenyatta est quand même le fils d'un ancien président, peut-être même le père, comme on disait souvent, le père fondateur du Kenya. Jomo Kenyatta. Mais en réalité, il n'est pas l'homme que le peuple veut à la tête du Kenya. Donc aujourd'hui, il est en train de faire feu de tout bois pour s'accoucher. J'ai le sentiment que, tel que c'est parti, le Kenya n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que, bon, on va reprendre ce qui s'est passé la première fois. Et j'ai le sentiment que si la communauté internationale n'intervient pas, et si les autres chefs d'État anglo-saxons de l'Afrique, parce qu'il faut quand même noter que, si vous voyez comment ça se passe sur notre continent, vous savez que la démocratie est très avancée dans les pays anglo-saxons. Et le Kenya en fait exception aujourd'hui. C'est le Kenya qui est le véritable pays, le seul pays dans l'Afrique anglo-saxonne qui est réfractaire à la volonté du peuple. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a élection présidentielle là-bas, il y a toujours des violences et il y a toujours ces affrontements entre les partisans de Raila Odinga, qui est devenu un opposant historique au régime de Nairobi. Voilà maintenant. Maintenant, vous faites la comparaison avec ce qui s'est passé en 1992 au Cameroun. J'étais tout jeune à l'époque, j'étais étudiant à l'université de Yaoundé, mais j'ai quand même souvenance que c'était pratiquement la même situation, parce qu'à l'époque, l'homme du pacte du peuple, j'ai nommé Ni John Fundi, était l'homme du peuple à l'époque. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ce n'est plus pratiquement la même situation, mais si nous faisons quand même une espèce de comparaison, ce qui se passe aujourd'hui au Kenya, c'est ce qui s'est passé au Cameroun en 1992. Et on parle donc de violence et de guerre et des répercussions, Serge Amayenne, que ces violences peuvent avoir sur l'économie du pays. Aujourd'hui, le Kenya est un pays dans lequel il y a beaucoup de violence, on le disait tout à l'heure, mais finalement, que font les investisseurs? Beaucoup d'entreprises ont fermé boutique aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en train de quitter le pays. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir économique du Kenya? C'est regrettable. Vraiment, il faut le dire. Il est regrettable en Afrique que les élections riment avec des violences. Ça devient tellement monnaie courante que lorsqu'on organise des élections, que cela soit associé à des violences. Cependant, je reviens sur les propos de Maître tout à l'heure, le peuple veut Raila. Je veux bien, mais la volonté du peuple dans une démocratie s'exprime par les urnes. Alors, paradoxalement, on a le peuple qui veut Raila et on a Raila qui appelle à ne pas aller aux élections, à ne pas voter. Je veux dire que si, avec ce genre d'attitude, on ne va pas sortir de la crise. Du moment où on a des élections qui ont été annulées, qu'il faut reprendre, et dans le même temps, on demande aux gens de ne pas aller voter, et comment est-ce qu'on sort de la crise? Le meilleur moyen pour le peuple d'exprimer son suffrage, c'est les élections. Il faut aller aux élections. Maintenant, moi, personnellement,
en tant que société civile, ce que nous on décrit, évidemment, c'est les conséquences sur le peuple. Après les élections 2017-2008, il y avait déjà eu énormément de violence. On avait annoncé à l'époque, on parlait de plus de 1000 personnes qui avaient trouvé la mort. Il serait dommage qu'aujourd'hui, en 2017, on revienne encore à cette situation. De plus en plus, il y a des chiffres qui sont avancés. On parle de 60% de la population qui est en train de quitter Nairobi. Mais c'est quand même c'est incroyable. Pour revenir sur l'impact sur les investissements, mais il est clair. Les commerces sont fermés, l'économie est en berne. Après, les gens, ils doivent manger. Comment ça va se passer? Combien de temps faudra-t-il au Kenya pour se relever? Et puis justement, essayons un tout petit peu de regarder l'après-violence. Comment ça va se passer? Vous pensez que si Uhuru Kenyatta est donné président, est donné vainqueur de ces élections, le peuple kenyan va-t-il se calmer pour autant? D'abord, une chose. Uhuru Kenyatta est président. Il a été élu dans une mauvaise élection, mais il est président. Il est important de le dire. La Cour suprême a toujours le temps de trancher les différents ou le contentieux électoral. Je ne sais pas, à l'heure où nous parlons, je n'ai pas, sur la base des informations, à la fois des médias, mais aussi de nos collègues et amis qui sont à Nairobi, je n'ai pas entendu un candidat qui a pris part à cette élection, qui a introduit une requête en annulation du scrutin. Cela dit, une élection sans doute dans une démocratie se joue dans les urnes. Mais quand le système d'organisation crée le doute sur la crédibilité des processus institutionnels, il s'envoie même des acteurs fondamentalement engagés dans la vie institutionnelle à la rue. Le Premier ministre Raila Odinga, parce que c'est un ancien Premier ministre, dans un gouvernement qu'on a forcé par notre frère Kofi Annan. À l'époque, il venait de quitter les Nations Unies en 2010-2011, lors de la première crise. C'est au moins la troisième fois que l'élection présidentielle au Kenya lui est volée. Je ne sais pas si c'est le citoyen le plus compétent, mais en démocratie, ce n'est pas le plus compétent qu'on élit. C'est celui qui a le plus de soutien au sein de la population. Le principe de one man, one vote. Or, la crise kenyane, dont, de mon point de vue, ce qui se passe aujourd'hui, n'est qu'un rebondissement des solutions qu'on a tenté de forger après le vol, excusez-moi le terme, on est à la télé, mais c'était cela, le vol de la victoire de Raila. La victoire de Raila en 2010, c'était l'élection présidentielle 2010, face à Moi Kibaki, au deuxième tour, pour le deuxième, Moi Kibaki souhaitait un second mandat. Mais le peuple ne lui en a pas fait confiance. Ils ont utilisé la force. Et c'est Uhuru qui était son colistier. On a fait le forcé Moi qui est resté. Et l'année d'après, comment je le dis, à l'issue du processus qui a suivi, donc 4 ans après, Uhuru Kenyatta, face à Raila Odinga, une fois de plus, alors qu'il y avait un mandat, pratiquement un mandat de la Cour pénale internationale sur le dos de Uhuru Kenyatta, s'est accroché et comment je le dis, et s'est proclamé vainqueur. La communauté internationale, les pays amis, ont appelé l'ancien Premier ministre à la responsabilité. Vous avez été aux affaires, donc vraiment, les prochaines élections seront bonnes. On est là. On constate que, parce qu'il ne faut pas oublier que le principal problème de l'élection kenyane porte sur la capacité de la commission électorale à organiser et tenir des élections où chaque vote est compté tel quel. On l'a vu au premier tour, ou en tout cas l'élection qui a été annulée. Les résultats qui ont été publiés n'étaient pas les résultats issus
comment je dis, des bureaux de vote. Il y a le piratage du système informatique, on a rencontré. Donc, dès l'instant où, pour chuter, dès l'instant où entre l'annulation et la reprise de l'élection, le gouvernement en place n'a pas souhaité que la commission électorale soit réformée. Chacun de nous, je l'ai dit, je crois, dans une interview à une de vos consoeurs collaboratrices ici, qu'on va au-devant de gros ennuis. Moi, j'espérais que le Premier ministre Raila Odinga, malgré la déception, resterait dans le jeu, parce qu'entre deux mots, je le dis encore, il vaut toujours mieux le moindre. Le moindre, c'est qu'il y ait le moins de morts possible. Pour finir, monsieur Azélazi. Il y ait le moins de morts possible. Mais on ne sortira pas de là. Les gens qui voudront rendre Raila Odinga responsable de ce qui se passe, je crois qu'ils se tromperaient. D'accord, merci. La responsabilité est celle du gouvernement en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais on a de nombreux autres sujets. Maître Simon Kakak, oui, en 30 secondes, vraiment. 30 secondes. Oui. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que César Médé disait tout à l'heure. En fait, vous savez, quand on parle de la démocratie, ce qui est important dans la démocratie, pour qu'on considère un président comme démocratiquement élu, c'est deux choses. C'est la légalité et c'est la légitimité. S'il n'a pas ces deux choses, il n'est pas démocratiquement élu. Or, pour avoir ces deux choses, il faut que le processus électoral ne soit pas truffé d'irrégularités et des choses qui vont, j'allais dire, décrédibiliser le vote. Or, je pense malheureusement que ce qui amène le Premier ministre Raila Odinga à boycotter ce vote-là, c'est parce que le processus qui a été mis en place, qui a été impulsé par le président sortant, est totalement truffé d'irrégularités. D'accord. On parle à présent d'accidents routiers sur nos routes avec la sanction qui vient des autorités. Et cette fois-là, on met en cause une agence qui est passée maître. On parle de près de 5 accidents de la circulation mortelle en moins d'une année. On parle bien évidemment de Général Express Voyage. Et la sanction du ministre des Transports qui a décidé de sanctionner cette agence-là, qui parle justement après cet accident qui a causé 15 morts sur nos routes, plus précisément sur la nationale numéro 3. On parle donc de sanctions à la fois pour l'agence de voyage qui équivalent à 3 mois finalement de fermeture et également pour le chauffeur, du moins celui qui était à bord de ce véhicule, celui qui avait la responsabilité de toutes ces personnes qui ont trouvé la mort aujourd'hui. On lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 2 ans. Alors, je vous introduis sur la question, vous, Monsieur Serge Amayenne. Finalement, dites-nous, est-ce que le fait de donner 10 mois à l'agence, je veux parler justement de cette question, le fait de sanctionner l'agence Générale Voyage aujourd'hui et cette sanction-là qui est élaborée, qui équivaut à 3 mois finalement de fermeture, c'était la bonne solution selon vous pour résoudre ce problème d'accidents routiers sur nos routes? Alors, tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances aux familles des victimes. Non seulement les dernières victimes de Général, justement, mais toutes les victimes ces derniers jours sur les routes. Ceci étant dit, nous pensons, au regard du nombre d'accidents de la circulation et du nombre de morts sur nos routes sur la période de juillet-août dernière, que la décision du ministre est bien entendu une bonne décision parce qu'il fallait sanctionner. Voilà, il fallait que quelque chose soit fait. Il me souvient que déjà au mois d'août, en fin août et également en début septembre, il y a déjà eu une communication qui a été faite par le ministère des Transports qui tenait lieu d'avertissement, où les paroles avaient été très dures envers les acteurs du secteur du transport terrestre et des personnes. On les avait déjà avertis, c'est-à-dire le ton était très dur, mais ça n'a pas empêché également que nous ayons encore d'autres accidents. Alors, il faut bien se dire que j'ai entendu plusieurs fois, on parle de 80% des accidents qui sont d'origine humaine, qui sont liés à des erreurs de l'homme. Chez Secours, nous allons plus loin en disant que tous les accidents pratiquement sont du fait de l'homme. Parce qu'après, c'est l'homme qui décide de prendre le volant. Les routes sont certes pas bonnes. Il y a les trous sur national numéro 1.
Mais après, quand on décide d'aller à 140 km/h, on est conscient qu'il y a des trous et on prend cette mauvaise décision-là. Et après, il y a des conséquences. Sauf que ce n'est pas la seule cause des accidents au Cameroun. Non, ce n'est pas la seule cause. Mais je veux dire, on pourrait passer toute la journée aujourd'hui si on repasse en revue les facteurs de risque d'accident au Cameroun. Il y en a énormément. Mais après, c'est plus un problème. Moi, pour avancer sur le sujet, en ce qui concerne les 3 mois de suspension, moi je pense que Général Voyage aujourd'hui devrait prendre ces 3 mois-là qui devraient lui servir à se mettre aux normes. Voilà, à prendre un certain nombre de mesures pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre pour, ne serait-ce pas, peut-être pas annuler, mais réduire les probabilités de survenance d'un accident sur la route. Et ces 3 mois-là pourraient servir à ça. Après, on peut polémiquer sur le nombre de mois. Est-ce qu'il fallait plus, est-ce qu'il fallait moins? Mais le simple fait aujourd'hui, déjà, de prendre cette décision, cette sanction-là, c'est un message fort qu'on envoie, non seulement aux dirigeants de Général Voyage, mais également à toutes les autres sociétés. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sanctionner, M. Azebazé? Général Voyage n'est pas la seule agence qui a causé des morts sur nos routes. Pour le seul compte de cette année, il y a de nombreux cas de morts par accident de la circulation qui ont été enregistrés, mais on a comme l'impression finalement aujourd'hui que Général Voyage doit servir d'exemple pour les autres. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour montrer qu'on pouvait frapper du poing sur la table et prendre des décisions fortes? Je suis pas sûr de partager votre avis en disant qu'on a attendu si longtemps. Parce que c'est pas la première fois qu'on suspend une compagnie de transport terrestre ou routière. Pour le compte de cette année peut-être? Je ne sais pas s'il y a une réglementation qui dit que chaque fois qu'il y a un accident impliquant une compagnie de transport, il faut la suspendre ou il faut l'interdire. Il faut la sanctionner. Je pense que les seules sanctions ne sont pas la suspension ou l'interdiction. Il y en a d'autres. Sans doute, n'étant pas spécialiste de la question, mais étant assez, essayant de m'informer assez, je pense. Non, je crois que l'administration a pris une mesure d'ordre administratif. La suspension est une mesure conservatoire. C'est pas, évidemment, d'un point de vue économique, on peut toujours s'interroger. On peut dire, est-ce que les investissements qui ont été faits par cette entreprise-là ou bien par cette compagnie, est-ce qu'on tient compte de cela? Bon. On peut multiplier des questions. Cela dit, aucun investissement de mon point de vue ne vaut la vie humaine. C'est clair. Exactement comme je le dis sur d'autres plateformes. Aucune question de sécurité, je ne sais pas quoi, de l'État ou tout, tant qu'elle n'implique pas la préservation de la vie des êtres humains, n'est plus importante en soi que toute chose. C'est vrai que quand un policier intervient, quand il y a une menace à l'ordre public, quand un policier intervient ou un élément de force de sécurité et aboutit à la mort d'un citoyen, moi j'ai tendance davantage à condamner le policier qu'à condamner le citoyen qui avait commis un acte qui est susceptible de remettre en cause l'ordre public. Donc quand on l'a dit, la question que nous devions pouvoir nous poser, et je pense que le cercle où les questions se prennent doivent se la poser. Qu'est-ce qu'on fait après avoir pris la mesure de suspension pour s'assurer que les autres compagnies qui existent et qui fonctionnent et qui vont continuer à nous transporter, parce que c'est nos moyens de déplacement, ne vont pas retrouver ou ne vont pas nous faire courir les mêmes risques. Parce que le rôle d'une administration, en tout cas d'un État, n'est pas de réagir pour frapper l'opinion, mais c'est de mettre en place des process qui permettent de prévenir et de réduire autant que possible les risques. On n'a pas le sentiment, en tout cas pour ce qui me concerne, que ce soit cet axe-là, la nationale numéro 3, où ce grave accident s'est produit, ou que ce soit tous les autres, que la manière dont la gestion de la sécurité routière est faite prévoit ou anticipe d'autres drames de ce type-là. Le conducteur, comment je le dis, en bonne pratique, en réalité, c'est le conducteur qui aurait dû être sanctionné. Il a été également. Il a été. Je dis, c'est sans doute lui seul qui aurait dû être sanctionné. Parce qu'il ne me semble pas que si dans cette maison Equinox, si un travailleur viole les règles qui sont prescrites, on viendra fermer Equinox parce que Madame Kedira non, quand on le fait, on met à mal
un principe qui veut que la responsabilité soit d'abord individuelle. Maintenant, quand j'ai abordé ou adressé la question de what next, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise ni, parce que cette société sera rouverte dans 3 mois. C'est clair. En tout cas, au moins selon la décision de la Et en attendant, il y a d'autres sociétés qui continuent d'évoluer. En attendant, il y a d'autres sociétés qui continuent d'évoluer et qui doivent continuer à évoluer, parce qu'il faut jamais, l'émotion ne doit pas nous faire croire que parce qu'il y a un drame, la vie doit s'arrêter. Quand il y a des drames, la responsabilité des hommes, des dirigeants, des responsables, c'est de rechercher les solutions qui permettent d'éviter que ça se reproduise. Or, le règlement ou la gestion de la circulation dans nos axes routiers ne me semble pas avoir changé entre la décision que le ministre a prise il y a 3 ou 4 jours et la situation qui existait avant. Est-ce que les permis de conduire, pour ne parler que de cela, est-ce que le dégagement des voies pour éviter chaque fois qu'il y a un incident, que ça se transforme en accident. Nous allons justement évaluer ces solutions-là. D'abord avec Edmond Kamki, avant de revenir à vous, Maître Simon Kak, on va se poser la question finalement de l'insuffisance de cette sanction-là, parce que dans la presse, beaucoup de personnes sont d'accord pour vous dire qu'on parle de suspension, mais ce n'est pas que ça qui va résoudre le problème. On fait quoi des agences qui continuent à évoluer sur le terrain entre-temps? Est-ce qu'il ne fallait pas créer une sorte de charte finalement déjà pour le traitement de ces chauffeurs de bus, à savoir la marge salariale, les conditions dans lesquelles ils vont travailler et même le nombre de voyages entre 2 bus. Mais aujourd'hui, on nous parle seulement de sanctions. Alors, est-ce que vous pensez que ces sanctions-là pourraient résoudre le problème d'accidents mortels sur nos routes? Je voudrais également adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des proches dans cet accident-là et même dans les autres accidents qui ont précédé celui qu'ont connu les victimes, les passagers de l'agence générale. La sanction est pédagogique. La sanction est pédagogique. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle elle n'est pas trop longue. 3 mois pour l'agence et 12 mois pour le chauffeur. Je pense qu'il faut reconnaître. Ce qui importe là, c'est l'exemplarité pour les autres. Malheureusement, comme tu l'as dit, pour certains, c'est insuffisant. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on cherche des solutions de racolage. Il faut des solutions durables et définitives. Et il me semble que ce qu'il faut faire n'est pas seulement de rester sur cette sanction administrative. La responsabilité première, pour ma part, n'incombe pas aux agences de voyage, incombe à l'État, au pouvoir public. Et pourquoi? Il fallait anticiper. Depuis Maniaï, on a vu quel est l'état des routes de ce qu'on appelle axe lourd, ce qui aurait dû être appelé autoroute au Cameroun. Si ces routes étaient de qualité, si on avait des axes, si on avait des autoroutes, je pense que les dégâts ne seraient peut-être pas les mêmes, parce qu'il faut toujours relativiser. Si le ministère des Travaux publics, qui travaille en ce moment depuis l'incident que j'ai cité, continue normalement son travail, s'il n'y a pas d'arrêt, si l'autoroute dont le financement est arrêté, qui ne continue pas, c'était achevé, je pense qu'on n'en serait pas là. L'autoroute Douala-Yaoundé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-on pas indemnisé toutes les populations sur cet axe-là? Où est l'argent? Mais même sur les bonnes routes, les gens continuent de mourir. La responsabilité première, je dis, c'est l'État. C'est le gouvernement. C'est le ministère des Travaux publics, c'est le ministère des Transports. Si on avait des routes, Edmond, est-ce que vous pensiez que cela serait suffisant pour juguler ce problème de mort sur nos routes? Il y a encore la qualité de la conduite qui aujourd'hui est pratiquée par les chauffeurs. On se pose même la question de la formation de ces chauffeurs-là, justement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. En fait, il y a une série de problèmes. Mais il faut prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire? Même en termes de responsabilité, quelles sont les responsabilités premières, quelles sont les responsabilités secondaires? Moi, je dis en termes de responsabilité première, c'est l'État, c'est l'administration, c'est le pouvoir public. En deuxième position, les agences de voyage. Parce que si on avait anticipé, au-delà même des infrastructures, tout à l'heure, je pense que quelqu'un parlait d'une charte. Il faut, comme une sorte de feuille de route, que l'on mettait sur la table, on demanderait aux agences de voyage, voici la feuille de route. Voici comment vous devez vous conformer. Vous devez vous conformer. Vous conformer. Oui. Et voilà les sanctions prévues. Quitte à ce que ces sanctions-là même soient prévues par la loi.
C'est-à-dire, il y a une loi qui passe au Parlement, qui est adoptée et qui prescrit des mesures préventives et des mesures curatives qui sanctionnent en cas de débordement, en cas de dérive. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. On n'en sortira jamais. Vous également, vous parlez de mesures cosmétiques. Cosmétiques, il s'agit de mesures cosmétiques. Je me tourne vers vous, Maître Simon Kakak. Aujourd'hui, dans un cadre dans lequel la population n'est pas en sécurité sur les routes, est-ce que vous pensez que les différentes familles des victimes de ces accidents-là pourraient porter plainte à l'État du Cameroun aujourd'hui? Ou devraient le faire? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire observer de prime abord qu'il y a quelque chose qui me choque dans ce pays. C'est que chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, les décideurs adoptent toujours la stratégie de la facilité, qui consiste à éluder le vrai problème, à aller chercher un problème périphérique auquel on essaie d'apporter une solution périphérique. Et on pense qu'on est sorti de l'auberge, alors que le problème reste entier. Jusqu'à ce que la prochaine catastrophe arrive. Donc, en fait, lorsque vous parlez de la thématique des accidents de circulation dans ce pays, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer parce qu'en fait, cette question est la conséquence de la malgouvernance généralisée qui gangrène le Cameroun. Tout à l'heure, Edmond a parlé de l'État qui ne fait pas son travail. Je ne peux pas dire que l'État est défaillant, mais j'en viens à me demander si nous n'en sommes pas si éloignés. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez ce qui se passe, le sentiment que l'État a démissionné. Moi, j'ai la malchance d'être originaire d'un village du département du Nyong-Ikele, situé sur l'axe lourd. Voilà, Yaoundé, l'axe lourd, en fait, un terme typiquement camerounais qu'on n'a jamais trouvé nulle part ailleurs, en fait. Soit dit en passant, l'axe lourd, voilà, Yaoundé. Moi, je suis un enfant de l'axe lourd. Donc, je vais dans mon village régulièrement, je vois ce qui se passe. Dans ce problème des accidents de circulation, il faut comprendre que, comme dirait quelqu'un, il y a des causes immédiates, il y a des causes lointaines. La cause immédiate, c'est peut-être l'inconduite, c'est peut-être l'incivisme, c'est peut-être l'indiscipline, c'est peut-être le laxisme des chauffeurs et de leur compagnie qui les emploie. Mais quand nous poussons le raisonnement, quand nous interrogeons les vraies causes, on se rend compte que c'est l'État qui ne fait pas son travail. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, essayez de voir ce qui se passe, pas seulement sur l'axe de Douala Yaoundé. Regardez la route de Bafoussam. Ce n'est pas une route. Le Cameroun ne mérite plus ces routes-là. Ce n'est plus une route. Quelqu'un me disait que mais c'est pas possible. Dans votre pays, ça c'est un étranger qui me le disait, que dans votre pays, il n'y a pas de route. Il n'y a que des pistes d'hérissons. Et ce qui est grave, c'est que sur ces pistes d'hérissons, il y a des nids d'éléphants. Il y avait les nids de poules. Les nids de poules sont devenus les nids d'éléphants. Parce qu'on n'entretient pas la route. Et vous allez constater que la majorité de ces accidents se produisent la nuit. Cela pose un problème. Il faut illuminer les routes. Il faut éclairer les routes. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la malchance d'avoir discuté un peu avec certains de mes frères qui ont pratiquement assisté à l'accident de général. Tout le monde me dit que Gérald y était pour rien. Vous comprenez? La route étant étroite, Gérald s'est retrouvé devant une difficulté ponctuelle parce qu'en réalité, tout le monde me dit qu'il y a une citerne qui déversait l'huile de baliste sur la chaussée. Le chauffeur de Gérald se retrouve dans cette difficulté et tout de suite, il essaie de rapailler sur la gauche. Il glisse. Il se retrouve nez à nez avec un grumier qui venait dans le sens. Et la catastrophe s'est produite. Donc, objectivement, si nous interrogeons les causes de cet accident, je ne suis pas sûr qu'on va établir de manière formelle la responsabilité du général. Donc, maintenant, venir sanctionner le général, c'est trouver un bouc émissaire. Parce que le vrai problème se trouve ailleurs. Moi, je pense qu'il faut même les états généraux du transport urbain dans ce pays. Parce que, justement, lorsque vous interrogez les causes, vous allez voir que la responsabilité que nous cherchons à dégager ici est partagée entre plusieurs administrations. Parce que personne ne fait son travail. Tout à l'heure, vous parlez des chauffeurs qu'on sanctionne. Vous ne nous avez toujours pas dit si les victimes pourraient porter... Oui, mais à partir du moment où les gens ont des choses à reprocher à l'État, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, aucune procédure ne doit être empêchée. Donc si les populations estiment les victimes, ou alors les ayants droit des victimes de ces accidents, pensent que c'est l'État qui est défaillant, mais ils peuvent engager des procédures. Maintenant, pour chuter, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux.
Il faut qu'on soit sérieux parce que même ce chauffeur qu'on sanctionne, on en vient parfois à se demander qui leur a donné même le permis, parce qu'il y a des gars qui parfois, quand vous les voyez conduire, vous avez le sentiment qu'ils ne maîtrisent même pas le code de la route. Mais curieusement, ils ont des permis. C'est toujours l'administration, c'est tout l'État qui leur octroie des permis. C'est l'État qui donne ce qu'on appelle les visites techniques. C'est tout l'État. C'est l'État qui permet même aux gens d'ouvrir les auto-écoles, qui ne respectent pas les normes. C'est l'État qui permet aux compagnies, aux investisseurs de ce domaine d'ouvrir les compagnies de voyage. Donc en réalité, lorsque vous faites l'exercice du problème, vous allez vous rendre compte que l'État est responsable à plusieurs niveaux. Et c'est grâce à cet État-là justement qu'on a le système de prévention routière sur nos routes qui avait cours à une certaine période tous les dimanches et surtout en soirée. Et si il va falloir maintenant qu'on fasse le bilan de cette prévention routière. S'il va falloir qu'on fasse le bilan de cette prévention routière, et là je suis avec Serge Amayenne, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on dise? Est-ce qu'il faut repenser la stratégie qui a été mise en place jusqu'ici? Ou alors, finalement, comme le Camerounais est réputé têtu, il va falloir être derrière lui avec la chicotte à un moment pour sa propre sécurité à lui? Ah, d'accord. Permettez juste une minute de revenir un peu sur les propos d'Edmond tout à l'heure. Bon, pour ce qui est des sanctions, je pense qu'il y a la loi la loi 2001/015 du 23 juillet 2001 qui prévoit un certain nombre de sanctions pour le non-respect voilà, il y a quand même quelque chose qui est prévu dedans. Et je pense que notamment à l'intérieur, il est précisé que la première suspension ne devait pas dépasser une année, devait être au moins d'un an. Donc, ceci étant, en ce qui concerne, on a parlé aussi de l'état des routes tout à l'heure, je suis d'accord que l'état des routes aujourd'hui, c'est pas ça. L'axe L'eau, la route de Bafoussam, oui. Mais cette situation, nous sommes au courant de ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des mécanismes qui n'ont pas fonctionné, il y en a sûrement qui n'ont pas fonctionné, peut-être que l'État aurait pu mieux faire et n'a pas été fait, mais aujourd'hui on a ces routes-là. Et lorsqu'on prend le volant, on sait exactement quel est l'état de la route. Donc ça veut dire que normalement, on doit être prudent. Et aujourd'hui, nous tous nous faisons l'axe L'eau à la Yaoundé, là, souvent, ce n'est pas la prudence qui est l'apanage, que ce soit des usagers, mais surtout même des chauffeurs de bus. Le nombre de dépassements en 3e position, le non-respect de la ligne continue, on le voit tous les jours. Donc, il y a un travail là à faire, un travail de sensibilisation que nous, la société civile, nous faisons, mais qui doit continuer. Je vais vous dire, on a arrangé, entre guillemets, l'axe L'eau. Mais vous avez tous constaté certainement que lorsqu'on a fait l'effort de boucher les nids de poules et autres, la vitesse a encore augmenté. Les gens ont commencé à aller encore plus vite du fait qu'on avait bouché les trous. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, l'autoroute ne viendra rien résoudre. Avant que l'autoroute n'entre en service au Cameroun, il y a un travail de fond qui devra être fait par l'État, par la société civile, par les journalistes. Parce que sinon, on va se retrouver à avoir des hécatombes encore plus grandes. Parce que les gens iront encore plus vite. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, à Bafoussam, oui, la route est mauvaise, il y a de grands trous, mais vous remarquerez que les gens roulent moins vite. Nous, on a les doudanes. Bon, voilà, les doudanes. Bon, par exemple, oui. Voilà. Après, pour l'éclairage, je suis tout à fait d'accord avec vous, maître. Vraiment, il faudrait qu'il y ait de l'éclairage. Parce qu'il y a eu le débat sur la conduite de nuit, où on avait interdit un moment, où on s'est rendu compte que c'est pas possible. Voilà. Donc maintenant, si c'est contre-productif, si on revient sur cette décision, on doit mettre en place un certain nombre un dispositif pour que ce soit un peu plus sécurisé. Voilà. J'embraye pour ce qui est des mesures. Et ça, c'est pour terminer. Oui, voilà. Effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent et doivent être prises pour enrayer, bon, je ne sais pas si on peut enrayer, mais au moins réduire. Le général est suspendu pour 3 mois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'occasion pour eux de se poser les bonnes questions, de se remettre en question et de prendre un certain nombre de dispositions. Maintenant, à côté de ça, les autres sociétés de voyage continuent à travailler. C'est là où maintenant la société civile, notamment nous et les autres ONG et l'État, doivent redoubler d'efforts de sensibilisation. Je suis tout à fait d'accord pour qu'aujourd'hui le cahier de charges soit revu, qu'il soit mis à jour. Parce que ce qui était valable en 2001, nous sommes aujourd'hui, voilà, on n'avait peut-être pas pensé à tout, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut revoir ce cahier des charges. Lorsqu'on ouvre une société de transport de personnes, on doit avoir un certain nombre de normes. Aujourd'hui, nous avons l'association des normes camerounaises, elles peuvent travailler dessus.
nous devons avoir un certain nombre de normes pour pouvoir avoir l'autorisation d'exploiter une société de transport public. Ça passe par le bridage peut-être des moteurs pour avoir une vitesse limitée sur ces axes-là. C'est important, c'est une possibilité. Merci à vous, Serge. On pourrait s'étaler sur la question comme ça pendant toute la journée, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps et il va falloir faire le tour de toutes les thématiques qui seront abordées au cours de cette émission. On va justement dans la prochaine thématique. Cette fois-là, nous sommes dans la zone CEMAC. On parle de libre circulation. On a assisté il y a peu avec l'ouverture en cascade des frontières, notamment le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon également et la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression que tout avait été fixé pour que la libre circulation, qui était prévue pour le 1er janvier 2014, puisse avoir lieu. Mais nous sommes en 2017, il n'y a rien. Qu'est-ce qui coince, Maître Simon Kakak? En fait, avant de répondre spécifiquement à cette question, je dois vous dire qu'il faudrait que l'année 2017 reste gravée dans la mémoire des peuples d'Afrique centrale pour comprendre que c'est quelque chose de très important qui vient d'être réalisé. Pour comprendre les contours de ce que je viens de dire là, il faut rentrer même dans l'histoire du processus d'intégration au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez que ce processus a été amorcé en 1964 avec la création de ce qu'on avait appelé à l'époque l'UDEAC. L'UDEAC, c'était l'Union douanière et économique des États de l'Afrique centrale. Et qu'est-ce qu'on visait ici? C'était l'intégration économique. Et on avait donné à l'époque pour principal outil de cette intégration économique l'intégration douanière. C'est pour ça que dans le sigle, on parle de l'Union douanière. En 1972, on a évolué avec cette fois-là, pour essayer de parachever le processus d'intégration économique, on a créé ce qu'on appelait l'intégration monétaire, avec les fameuses conventions, parce qu'il y a eu 2 conventions de coopération monétaire qui ont été signées les 22 et 23 novembre 1972. C'est à l'époque qu'on crée la BEAC, et on crée maintenant, on fait donc une convention entre les États membres de la BEAC et la France pour la coopération monétaire. Donc vous voyez qu'il y avait déjà la coopération économique, on a évolué avec la coopération monétaire. Donc il y avait l'intégration économique et l'intégration monétaire. Mais jusque-là, les peuples d'Afrique centrale n'étaient pas concernés. Donc c'est pour ça qu'en évoluant, parce que même avec la création de la CEMAC en 1994, parce qu'il faut que cela soit dit en passant, la CEMAC a été effectivement créée, le texte a été adopté en 1994, mais entré en vigueur le 25 juin 1999 à Malabo, en Guinée équatoriale, avec une déclaration. Et dans cette déclaration, il fallait maintenant implémenter l'intégration des peuples et naturellement l'intégration commerciale. C'est pour ça qu'ils ont continué à travailler depuis pratiquement 18 ans. On a travaillé. Il y avait des pays qui étaient pour... Est-ce qu'on peut directement arriver en 2017, s'il vous plaît? Oui, nous sommes en train d'arriver en 2017. Nous devons comprendre qu'en 2017, effectivement, ce qui a commencé il y a 18 ans vient de se réaliser. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Quand on parle de la libre circulation des biens et des personnes, c'est l'intégration des peuples et l'intégration commerciale qu'on est en train d'opérer. Donc vous voyez donc maintenant qu'on peut parler de l'intégration de manière complète en Afrique centrale. Il y a l'intégration économique, il y a l'intégration monétaire, il y a l'intégration des peuples, et il y a l'intégration commerciale. Et qu'est-ce qui empêche que cette intégration-là, de façon générale, puisse avoir lieu dans la sous-région africaine? Oui, justement parce que, vous savez, l'Afrique centrale, c'est de particulier que parmi les 6 pays de la zone, il y a un pays qui est considéré comme un mastodonte, c'est le Cameroun, qui a 23 millions d'habitants. À côté de ce pays qui a 23 millions d'habitants, les 5 autres personnes, aucun État n'a 5 millions d'habitants. Et il y en a même qui ont moins d'1 million d'habitants. Vous comprenez que donc ceux qui n'ont pas suffisamment de population ont toujours peur. Qu'en ouvrant leurs frontières, ils vont subir ce qu'on appelle une immigration massive et non contrôlée. C'est le cas de la Guinée équatoriale. Si la Guinée équatoriale était pendant longtemps réfractaire à cette mesure, c'est parce que la Guinée qui n'a pas 1 million d'habitants, le jour qu'elle décide d'ouvrir ses frontières, au moins 20 millions de Camerounais peuvent se retrouver dans leur état. Et c'est les Guinéens qui vont en pâtir. Je pense que c'est ça le principal obstacle. Mais pourtant, aujourd'hui, on a ces pays-là qui sont en train d'ouvrir leurs frontières, des pays qui hier avaient peur. Edmond, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon, le Congo. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi assister seulement maintenant à cette ouverture en cascade? Et puis d'ailleurs, comment cela va se passer aujourd'hui? Comme Maître Kakak, je pense qu'il faut se féliciter de ce qui est en train de se passer. C'est très important. Parce que l'Afrique centrale a ceci de particulier, qu'il est l'une des régions en Afrique où ce qui est normal ailleurs n'est pas normal en notre sein. C'est-à-dire,
l'alternance politique, la démocratie, le respect des droits de l'homme, c'est normal ailleurs. En Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, c'est pas normal au Cameroun. L'intégration. En Afrique centrale. En Afrique centrale, c'est pas normal. Le Cameroun est en Afrique centrale. Le Cameroun en Afrique centrale. C'est-à-dire que ce qui est bien ailleurs n'est pas bien chez nous. Quand on est ensemble, c'est pas bien. C'est-à-dire en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, même les pays francophones, ça va mieux à la CEDEAO. Ça va mal à la CEMAC. C'est pour cela que c'est important de dire que c'est un grand jour. Ce mois-ci est important. En tout cas, depuis 2-3 mois, il faudrait qu'on s'en souvienne, qu'on écrive même ça dans les livres d'histoire. Que le Tchad, la Centrafrique, le Congo, et surtout deux pays, les deux derniers. Je m'attarde sur les deux derniers. Le Gabon et la Guinée équatoriale. Parce que voilà, ces deux pays pétroliers, parce qu'ils étaient des pays pétroliers, ils étaient très peu peuplés, ils estimaient qu'ils n'ont rien à foutre avec les autres. Alors ils se comportaient comme bon leur sang. Ils estimaient qu'ils ne peuvent pas se lier aux autres. Et c'était les deux pays les plus réfractaires, je le dis, je pèse mes mots, n'est-ce pas, à la suppression des visas. C'était les plus réfractaires, mais ce sont les deux derniers. En l'espace de quelques jours, on a vu le Gabon et la Guinée équatoriale décider que maintenant c'est possible. Le visa est supprimé pour 3 mois, une période de 3 mois, pour les ressortissants de la zone CEMAC qui voudraient bien arriver au Gabon ou en Guinée équatoriale. Mais je peux vous dire une chose, ça n'a pas été facile. Au-delà du fait que les autres pays ont mis la pression sur ces deux États-là, il y a la conjoncture économique qui, il faut le dire, est la plus importante. C'est ça, c'était là, j'allais dire, le talon d'Achille. Premièrement, la baisse du prix du pétrole. Deuxièmement, ils sont sur ajustement. Le FMI est là. Le FMI ne concerne pas que le Cameroun, c'est toute la sous-région qui est concernée. Donc ils étaient dans une situation économique où ils ne pouvaient plus estimer qu'ils n'ont plus besoin, pour telle ou telle raison, de s'associer aux autres. Là, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, comme on dit. On est ensemble. Donc on va gérer la situation ensemble. C'est la raison pour laquelle, dans quelques heures, mardi, je crois qu'il y a le sommet de la CEMAC, les chefs d'État vont se retrouver au Tchad. Oui. Je crois que c'est l'un des points au menu, c'est justement d'évaluer la signature des textes sur la libre circulation des biens et des personnes. D'accord. Et les autres questions vont suivre. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, messieurs. Je vous prie d'être concis. Je vais vous donner la parole, monsieur Azebazé. Je pense que vous avez compris de quoi Edmond était en train de parler, le fait qu'on parle d'ouverture en cascade de ces régions, à un moment où la CEMAC ploie quand même sur le poids de beaucoup de difficultés, à la fois la chute du baril du pétrole à l'international, le terrorisme, et on a parlé également de l'arrivée du FMI dans 4 de ces 6 pays. Vous pensez que les présidents, les chefs d'État de la CEMAC pourront, eux, à leur niveau, résoudre ce problème, cet ensemble de problèmes qui leur tombent dessus d'un coup? Je ne sais pas si mettre en œuvre une directive communautaire qui date de 2013, 4 ans après, parce qu'on est en 2017, est un problème qui tombe sur la télé qui que soit. Le terrorisme, la chute du prix du baril de pétrole, c'est récent. Voyez-vous, j'ai, entre autres choses que je fais dans ma vie, je suis un partisan de l'intégration africaine. C'est-à-dire, cette affaire où on parle de l'Afrique centrale, là, pour moi, c'est trop petit. Ça devrait être continental. Que quand vous partez de Douala ou de Yaoundé, que vous puissiez arriver à Addis Abeba ou à Banjul ou à Tunis, si c'est des pays africains, membres de l'Union africaine, comme on le dit, sans avoir... mais pour que cela ait lieu, il faut que nos États acceptent des normes de convergence entre différents pays. Et parmi ces règles de convergence, il y a sur le plan démocratique un ensemble de principes et de valeurs que chaque État doit pouvoir implémenter pour qu'il n'y ait pas de double standards, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient d'Afrique du Sud, il vient d'un pays où les gouvernements rendent compte à leurs citoyens, il arrive au Cameroun, il a l'impression qu'aucun fonctionnaire, aucun membre du gouvernement ne rend compte aux citoyens en dehors du président de la République. Quand il arrive au Congo, chez le président Sassou, il a l'impression que c'est son royaume. Donc, l'une des contraintes de la mondialisation au régional,
c'est l'obligation qui est faite à des États qui appartiennent à des États et des peuples, parce que les États sont composés des peuples et des populations qui appartiennent à la même zone économique et monétaire, de se libérer de cette tendance à favoriser les frontières, c'est-à-dire les barrières, sous divers prétextes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ces gens-là n'ouvraient, en tout cas que d'autres pays, les autres pays n'ouvraient pas leurs frontières parce qu'ils avaient peur des Cameroun. Qu'en est-il du Cameroun, justement? On ne l'a pas beaucoup entendu sur la question. Mais il me semble que, sous réserve de ce que quelqu'un me démontre que le Cameroun n'est pas favorable à cette évolution qui vient d'avoir lieu, les Gabonais payer le visa pour entrer au Cameroun sur la base du principe de réciprocité. Parce que les Camerounais payaient pour arriver à Libreville, les Équato-Guinéens, pareil. Les Tchadiens également? Non, les Tchadiens. Le Congo. Donc, il ne me semble pas, vraiment, sauf meilleure information de votre part, que le Cameroun ait un problème par rapport à cela. Je constate quand même que le président en exercice de la CEMAC, le président tchadien, a envoyé un de ses ministres, un de ses émissaires rencontrer le chef de l'État camerounais de son retour de son long voyage à l'étranger. Il a reçu, l'ordre du jour de la réunion de Djamena après-demain, ou mardi, est connu. Ce serait une évaluation où le pays le moins réticent à la mise en œuvre de cette directive communautaire de 2013 n'était pas le Cameroun. D'accord. On peut critiquer le gouvernement camerounais sur autre chose, mais moi, celui-là, je le critique. La parole, avec votre permission, pour la redonner à M. Serge Amayen, qui va nous donner également son point de vue sur la question. Par quel bout vous décidez de prendre la chose? Non, moi déjà, globalement, je suis satisfait, c'est une bonne chose. Je précise juste que le Cameroun, non seulement le Cameroun était le moins réfractaire, mais le Cameroun avait déjà quand même mis en œuvre. On l'a dit tout à l'heure, les Congolais, les Tchadiens, puis venaient au Cameroun sans visa. Donc, peut-être qu'on attend juste maintenant que nous rendrons public le document comme tout le monde a rendu le document. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui va se faire. C'est juste un détail. Donc moi, globalement, c'est une bonne chose. Il est juste à déplorer que cela se fasse, particulièrement pour le cas du Gabon et de la Guinée équatoriale, dans un contexte où ils sont un peu moins puissants, que ce soit à ce moment qu'ils y viennent. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit fait. Et maintenant, juste enfin, Edmond, tu parlais tout à l'heure du fait que du contrôle qui devrait être mis en œuvre, en fait. Parce que oui, absence de visa ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Ça ne veut pas dire, voilà, il faut juste maintenant mettre à jour nos forces de l'ordre pour qu'il y ait un suivi quand même. Dans le contexte d'insécurité mondiale actuelle, c'est important qu'il y ait une traçabilité quand même des personnes qui entrent. D'accord, Maître. Vous avez quelques petites secondes, finalement, pour sortir de ce sujet. Parce que la fin de l'émission est proche. J'ai juste deux choses à dire. Juste pour brillantiner ce que Alex Gustave disait tout à l'heure par rapport à l'attitude du Cameroun dans ce processus. Le Cameroun n'a jamais été réfractaire, même la Centrafrique ou le Tchad. Parce que les pays qui ont tout fait problème, c'est le Gabon et la Guinée équatoriale. Et dans une moindre mesure, le Congo-Brazzaville. Ça, c'est la première chose que je voulais faire observer. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je suis très ravi de savoir que cette mesure ravit même beaucoup de gens du côté du Gabon. Parce que ce matin, je discutais encore avec une famille amie au Gabon qui qui a exprimé sa satisfaction en disant que désormais, eux aussi viendront faire les affaires au Cameroun. Parce qu'en réalité, le fait qu'on ait la possibilité aujourd'hui de circuler librement, aussi bien sur les personnes que les biens, ils vont aussi venir maintenant s'approvisionner à Douala pour aller revendre à Libreville, parce que, soit dit en passant, les Gabonais ne faisaient jamais le commerce. Oui. Maintenant, donc, ils se disent qu'avec cette ouverture de frontières, c'est facile pour eux de venir acheter les produits vivriers en abondance au Cameroun et faire les affaires chez eux. Et de deux, ça c'est par là que je chute, c'est que ils sont même convaincus que cette mesure va aider le gouvernement ou alors va aider le peuple gabonais à juguler le problème de la vie chère qui sévit avec beaucoup de cruauté dans ce pays à l'heure actuelle. C'est par là que je chute. On aurait pu également aborder la question des organisations non gouvernementales au Cameroun et de la série de rapports qui dérangent. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si on peut, en 30 secondes, quand même vous donner la possibilité à vous, Edmond, de dire 2-3 choses sur la question. L'interdiction d'International Crisis Group aujourd'hui en territoire camerounais, pourquoi? Je dois tout simplement dire que le gouvernement camerounais, par rapport aux questions de droits de l'homme, et notamment dans leur rapport avec les ONG internationales, je pense qu'ils doivent repenser leurs relations. Parce qu'il faut considérer le rapport des organisations
non gouvernementales comme un thermomètre. On ne casse pas le thermomètre, on lit le thermomètre, on tient compte de la température et on s'ajuste. Voilà tout ce que je vous pourrais dire. On ne peut pas faire autre chose que ça. On ne casse pas le thermomètre. On lit, on interprète et on s'ajuste. C'est tout. Merci, mon caca. Oui, je voulais juste préciser, ça c'est une question qui me tient à cœur. Hein. Je voulais juste préciser sur cette question que là également, j'ai le sentiment que le porte-parole de notre gouvernement a choisi la mauvaise posture, a choisi la mauvaise option. Parce que comme l'a si bien relevé Edmond Kambia tout à l'heure, on ne va pas contre les organisations internationales de cet acabit. Mais ce n'est pas le ministre de la Communication qui décide, il communique. Oui, en fait, bon, mais là, bon, peut-être non. Disons donc que le gouvernement a choisi la mauvaise posture. Parce que la vérité, c'est que ils peuvent avoir, le gouvernement peut avoir raison sur le fond. Peut-être que le rapport ne traduit pas fidèlement la réalité, mais l'option de commencer à les déclarer persona non grata, c'est une très mauvaise option. Parce qu'en fait, le plus facile pour notre gouvernement aurait été de rapporter la preuve du contraire, en revenant sur ce que le rapport dit, pour dire que si vous ne dites pas vrai, voilà la situation réelle. On appelle ça apporter des réserves à un rapport et non aller contre la volonté des ONG internationales. Merci à vous, maîtres, et merci à vous tous, messieurs, d'avoir accepté d'être avec moi, avec nous à la maison également, pour cette autre édition de Droit de réponse. C'est ici qu'elle s'achève. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.